de se retrouver, c'est une habitude un Oui, peu différente. tout à fait. La dernière fois, c'était chez vous, à la librairie du C, au Mont, au début de février, Oui, pendant un autre monde. exactement. Comment ça va aux États-Unis, Douglas? Comment ça s'est passé le Oh, confinement? aux États-Unis, globalement, c'est pas terrible, surtout avec notre propre Mussolini Mhm. dans la Maison Blanche, et aussi le fait que tous les jours, en fait, le numéro de cas augmente. Ici, dans le Maine, honnêtement, c'est pas mal. C'est un État, en fait, de 500 km par 300 avec 1 300 000 habitants. Donc, c'est vide, c'est calme. Je vis ici. Et après 15 semaines, comme ma fille m'a dit, en fait, aujourd'hui, 102 jours papa, et elle a 24 ans. Et mon fils est ici maintenant, de Tout le Londres. monde est là. Oui, tout à fait. Il a 27 ans. Oui, c'est dur. Surtout pour mes enfants, la génération à la vingtaine, qui ont terminé ces études, et maintenant commencé leur vie, mais le monde a fermé. Et ça, Ouais. c'est très, très difficile. Pour moi, comme vous savez, je bouge tout le temps, je voyage tout le temps, mais il faut accepter en fait cette situation. J'ai terminé en fait mon prochain roman. J'ai terminé 14 épisodes d'une masterclass au sujet de l'écriture. Ouais. Et au milieu du prochain roman pour des enfants, le La, troisième. su- la suite d'Aurore? Tout à fait. Et je vais terminer le premier jet dans 10 jours, j'espère. Donc, en Bon. fait, je travaille tout le temps, je reste en forme. Il y a une chemin de fer vide près de chez moi. Et maintenant, en fait, je me balade, en fait, 4 kilomètres par jour. Oui. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas l'enfer aussi. Mais on n'en a aucune idée de l'avenir. Et j'ai écrit un papier pour Le Monde il y a 2 semaines. Magnifique, on en parlera peut-être. Très, très, très Merci. beau. Mais c'est intéressant de savoir que l'envie d'écrire était toujours là et que le livre qui est sorti, c'est merveilleux de voir que le public l'attendait, le public était au rendez-vous parce qu'il y a toujours un pari avec une sortie dans des périodes comme ça. Alors moi, je vous propose, je voulais vous recevoir dans un café, je voulais vous recevoir dans une ambiance différente. Moi Parlons aussi. Moi aussi. Parlons de ce livre, Isabelle l'après-midi, un livre très personnel, vous nous direz si c'est exact, un peu nostalgique, surtout très sensuel, très romantique. Est-ce que tous vos précédents textes, Douglas, ont amené l'écriture d'Isabelle? Le travail sur l'amour, le travail sur le couple, est-ce que ça vous a amené en douceur à ce texte, Isabelle l'après-midi? Franchement, tout à fait. Pour moi, j'ai commencé de penser de ce roman il y a 10 ans. Mais aussi, à l'époque, j'ai pensé, non, c'est trop tôt. Même si il y a 10 ans, j'avais 55 ans. Maintenant, j'ai 65 et c'était le moment absolument juste. J'ai terminé Isabelle il y a 18 mois, mais absolument juste. Surtout, c'était après mon deuxième divorce, et ça, c'est mon dernier divorce. Je suis vacciné contre le mariage maintenant. Pas contre une vie avec quelqu'un, mais contre le mariage signé, L'institution. oui, l'institution. Mais aussi, pour moi, j'ai réfléchi pourquoi créer un couple, c'est pour la plupart des gens, en fait, un des plus grands défis dans une vie. Mm. Et quel est un couple? Quel est un couple? Justement, je pense qu'on va parler de ce livre et à la fin de ce texte, on arrivera peut-être à définir ce que c'est qu'un couple. L'autre composante importante, c'est donc vous, votre réaction sur l'amour, sur le couple, sur la rencontre. Mais il y a une donne très importante dans ce livre, et il s'agit de Paris. Paris, comme vous l'avez découvert, jeune étudiant, Paris, comme vous l'avez découvert, les années 70, la culture, le cinéma, l'art et l'essai, les cabarets de jazz. Ça, c'est un personnage à part entière.
Oui, tout à fait. Il y a trois personnages dans le roman. Il y a Sam, le narrateur, Isabelle, son amante, et une 5 à 7 qui dure 35 ans. Mais aussi, le troisième personnage, c'est vraiment, en fait, Paris, sans aucun doute. Et Paris, pour moi, ce n'est pas les cartes postales de Woody Allen ou un Américain à Paris. Mon Paris, c'est le Paris que j'ai rencontré à la fin des années 70. Oui, un Paris des hôtels de demi-étoiles, un Paris des restos beau marché, en fait, les cinémas de la LSC, la rue Champollion, les clubs du jazz, la rue des Lombards, l'écriture dans des cafés. Mais ce n'est pas un Paris, en fait, des restaurants étoilés ou des grands apparts ou des intellectuels. C'est un Paris très solitaire aussi. Et ça, c'est le pari de Sam, mais aussi d'Isabelle. Isabelle, oui, elle est traductrice, la trentaine, en fait. Ils ont 15 ans d'écart. Oui, tout à fait. Une femme, en fait, qui a fait un mariage avec un homme plus âgé, banquier d'une grande famille, donc Ah, une famille joli nom. très, très, très grande bourgeoise. Euh, et c'est un mariage complètement stable. Le mec n'est pas un monstre, c'est stable. Il a acheté un studio. Est-ce que, Son, son pardon bureau. Douglas, est-ce que dans mariage stable, vous voulez dire mariage libre? Puisque les deux protagonistes sont très libres. Libre et puis pas très libre aussi. Ça, c'est le truc. En fait, Isabelle, en fait, son mari a acheté son studio avec l'idée, OK, voici ton bureau, mais aussi en filigrane, si tu as une aventure, en fait, voici en fait l'endroit parfait. C'est clair, il a un autre studio ailleurs. En même temps, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter son mari pour quelqu'un d'autre. Et le truc dans le roman, et ça c'est très important, on voit comment le pouvoir dans une couple change tout le temps. Mhm. Et au début, c'est Sam qui est jeune et très amoureux. Et aussi, pour la première fois, il y a une dimension très érotique au début du roman. Le sexe est très, très fort. Et c'est très positif aussi, en fait. Le bon sexe, d'après mon expérience, c'est très positif. Est-ce que je dirais que le sexe, c'est le ciment de leur couple, Oh, le 5 à 7, c'est ça, c'est leur point commun. Parce qu'ils n'ont que peu de points communs dans la vie en dehors de ces rencontres. le sexe, c'est le ciment dans un couple, point final. S'il n'a pas de sexe ou le sexe commence à diminuer ou commence à disparaître, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des doutes. Il y a, écoutez, en fait, chaque couple est typique mais aussi atypique. Ouais. Et chaque couple est un pays différent mais aussi, franchement, très similaire. Euh, et donc, en fait, la question de fidélité, ça, c'est aussi dans le roman. Je n'ai pas de réponse. C'est hyper, hyper personnel. J'ai dit de quelqu'un une fois, une petite amie, en fait, si tu as des aventures, j'ai deux mots pour toi, la ferme. Alors, ça voulait dire, Douglas, ne m'en parle pas, ou ça veut dire je veux plus te voir? Oui, tout à fait. Un jardin secret est un jardin secret et c'est très mauvais goût de parler des choses comme ça. Et aussi, on prend sa culpabilité et dit, voici un petit cadeau pour toi, chérie. Et c'est pas terrible. La fidélité émotionnelle, ça c'est autre chose. Ça c'est primordial. Et Est-ce ça, que ça caractérise Sam et Isabelle, cette fidélité émotionnelle, ces rendez-vous sur 20 ans qui seront toujours là avec la même intensité? avec la même intensité, une fidélité hyper émotionnelle, mais grâce à ça et le fait que ce n'est pas une vie quotidienne, la passion reste très, très forte aussi. Mais aussi, avec la connaissance, il y a un moment en fait, au début, Sam a dit, mais si on fait l'amour comme ça, on est hyper amoureux.
Elle lui a dit, écoute, c'est superbe, mais à 19 heures, je vais rentrer à la maison. Point final. Ouais. Mais 5 ans après, elle est prête. Et Sam, en fait, vous verrez quand vous lisez le roman. Je ne vais pas gâcher des choses. On ne dit rien. Mais ça, c'est une autre chose dans la vie, surtout dans une couple. C'est la question du timing, du Ouais. choix. Est-ce que l'intensité, Sam est un romantique, on est d'accord? Oh, je suis romantique et réaliste. Je suis très romantique, mais très réaliste que, comme j'ai dit au début, en fait, créer une vie avec quelqu'un, c'est immense et ce n'est pas facile. Et aussi maintenir une vie après quelques années ou après des décennies, c'est compliqué, complexe, fréquemment compliqué. Mon premier mariage a duré 25 ans. Donc, j'ai vécu une très, très grande histoire avec quelqu'un. Le deuxième, c'était 5 ans, mais en fait, pas de regret. En fait, c'était une coup de foudre. Est-ce Et que le voilà. coup de foudre est plus difficile à faire durer que l'amour qui se construit? Mais au début, avec Sam et Isabelle, c'est un coup de foudre, mais aussi cadré. Mhm. Parce que oui, c'est un coup de foudre immédiatement dans un livret. OK, voici ma carte de visite, appelle-moi. Et puis des choses commencent. Mais c'est cadré. Mais à la fin du roman, tout le monde m'a dit j'ai pleuré du glace. Parce que oui, aussi, la connexion entre Sam et Isabelle est immense. Mhm. Et j'adore jouer avec des questions morales et éthiques de manière pas très manichéenne, en fait, ni noir ni blanc, toujours gris. Ouais. Euh, et aussi, peut-être si Sam et Isabelle ont commencé une vie quotidienne, tout va basculer. Tout va basculer. Est-ce que dans leur rapport, dans leur mode de fonctionnement, leur propre culture va être très importante? La culture française d'Isabelle, la Tout à fait. culture américaine, l'éducation de Sam, son sens des études, de l'effort, ça apporte énormément dans leur couple Oui, en difficulté et plus qu'en avantage. oh, tout à fait, parce que même si j'habite une moitié de l'année en France depuis 20 ans, même si j'ai maîtrisé la langue, surtout avec mon accent américain, mais Qu'il faut même si garder. euh, au début et à la fin, je suis new-yorkais et puis américain, mais aussi avec un aspect, oui, en fait, de la France en moi. Mm. Euh, mais je ne suis pas français. Mais la France m'a corrompu en même temps. Et j'adore ça, j'adore ça. Mais aussi, en fait, moralement, éthiquement, je déteste les clichés. C'est comme des journalistes qui m'ont dit qu'est une femme française? Et j'ai répondu toujours, ça c'est une question ridicule. Est-ce qu'il y a une femme française? J'ai bien fait de ne pas la poser. J'ai vécu avec certaines femmes françaises. Il n'y a pas une femme française. Est-ce qu'il y a une femme américaine? Est-ce qu'il y a pour un couple des règles américaines? Non, mais ici aux États-Unis, surtout en fait, l'idée d'une 5 à 7, c'est complètement différent parce que ici, non, L'Amérique est trop puritaine. oh, tout à fait. L'Amérique est trop puritaine. Complètement plus. Est-ce Des choses arrivent tout le temps, la même chose. J'en suis sûr, il y a des 5 à 7 partout. Mais en fait, avec l'ombre de péché mortel, oh mon Dieu. Mais comme j'ai dit, en fait, quelle est la fidélité et pourquoi on est obsédé par la fidélité physique? Peut-être grâce à Sam, Isabelle peut rester dans son mariage pendant des années avec Charles. Grâce à ça. Euh, mais il n'a pas de règles, sauf la ferme. Isabelle, est-ce que vous pouvez concevoir, c'est une femme qui est quand même fragile. Elle a des côtés très forts et des côtés très fragiles. Et ça, vous ne minimisez pas la chose. Vous insistez sur sa fragilité, ses troubles. Mais est-ce qu'elle peut vous apparaître comme terriblement agaçante dans une forme de lâcheté?
Par moments, moi, elle m'a agacée. Lâcheté, ouf, elle est fragile, mais aussi, et la mélancolie, c'est partout chez Isabelle, je pense. Elle est quelqu'un elle comprend que elle a le vernis, c'est très agréable, ok? Un mari qui est banquier, une grande famille, en fait, un grand appart à Paris, dans le 7e, un château familial de son mari dans la Normandie. En fait, une fille très bien éduquée, mais aussi avec des problèmes. Un studio et de travail comme traductrice. En même temps, elle est frustrée parce que ce n'est pas suffisant. Mais elles peuvent créer une 5 à 7. Et c'est clair qu'elle a eu des autres amants et pendant des périodes, des entr'actes avec Sam, il y a clairement des autres aussi. En même temps, la tristesse, voici ma vie, ce n'est pas suffisant, mais je ne vais pas changer ma vie. Une fois, elle pense, peut-être je vais faire ça. Elle n'est pas, oui, et donc elle est fragile et elle fume comme pompier tout le temps. Mais Sam aussi, ce n'est pas deux gens très libertins. Sam n'est pas Henry Miller, au contraire. Sam est franchement, il est avocat, il est d'une famille très conservatrice de Midwest, des États-Unis. Il a un pendant le roman, il gagne son diplôme de fac de droit à Harvard. Il devient avocat à New York. Il rencontre quelqu'un et il crée un mariage aussi. Exactement. Donc, Alors, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, Douglas, pour parler de la femme qu'il va se choisir, Rebecca, qui est à l'opposé d'Isabelle. Elle planifie, elle partage certains points communs, mais elle est tout aussi fragile et elle cache sa fragilité. oui, tout à fait. Et aussi au début, ça me fascine toujours des choix. Je me souviens très bien, il y a, oh mon Dieu, c'était 43 ans, j'étais très amoureux de quelqu'un à Dublin, une Américaine qui travaille dans un journal là-bas. Et tout le monde dit, ils sont débiles. Et après 2 mois, elle a dit, non, ce n'est pas pour moi. 2 mois après, elle a commencé avec un homme un peu plus âgé qui est devenu alcoolique et violent. Ils ont eu 2 enfants. Elle a quitté après 8 ans. Très bon journaliste, très belle mère. On a eu un déjeuner quand j'étais là-bas pour la sortie de L'homme qui voulait vivre sa vie. Et je lui ai dit, écoute, c'est derrière de moi, mais pourquoi? Pourquoi? Et elle m'a dit, j'ai posé cette question fréquemment. Peut-être j'ai pensé, il est trop indépendant pour moi. Et voici un homme, je peux contrôler. Je ne sais pas. Peut-être, oui, oui, il est plus quotidien. Voilà, on fait des choix comme ça. Si elle a dit oui, le trajet de ma vie aurait été complètement différent. C'est Et, drôle. et tout le monde vit cette histoire ou a vécu cette histoire. Tout le monde. Et ça, c'est passionnant. Et c'est difficile à dire pourquoi Sam, mais je comprends exactement pourquoi Sam a choisi Rebecca. Tout à fait. C'était une normalité qu'il voulait donner dans sa vie. Oui, une normalité, c'est la stabilité. Elle est avocate, elle est anglophone, elle est là-bas. Elle aime le cinéma. Oui, elle aime le cinéma. Mais bon, franchement, je peux créer une vie avec cette femme. Avec Isabelle aussi, en fait, peut-être le fait que dans le passé, elle m'a rejeté tout le temps. C'était comme ça. 2 fois, je n'en ai aucune idée si je dis oui et elle arrive et elle décide après 2 ans, New York, le monde anglophone, ce n'est pas pour moi. Paris me manque. Tous des doutes. Mais c'est évident. Et ça, c'est passionnant. C'était cet aspect-là qui
qui est intéressant à creuser. Oui, oui. C'est le choix, c'est le destin, c'est le hasard. Ça fait partie, c'est la trame du roman. Oui, et c'est tous mes grands thèmes. Tous mes Ouais. grands thèmes. Et le fait Est-ce que que je peux vous lire un petit passage qui justement parle du choix, qui m'a... Je lis 2 secondes. Chaque choix engage notre vie sur un sentier imprévisible au début d'une histoire inconnue. Même si, par nature, la décision de former un couple découle de la croyance qu'on peut investir ensemble dans un avenir heureux. Ce choix, ce doute, c'est tout à fait ça. Et ça va hanter nos personnages tout au long du roman. Tout à fait. Même si, en même temps, il a eu quelque chose d'extraordinaire ensemble, mais c'est 2 fois par semaine. Ouais. Est-ce que Et vous croyez... comment explorer quelque chose, et même si c'est clandestin, mais sans la culpabilité, et ça c'est très important aussi, c'est sans la culpabilité, mais aussi avec la connaissance que peut-être en filigrane, en fait, sous le vernis, ils comprennent de manière ensemble mais séparée. C'est mieux comme ça. C'est trop intense. Ouais, il faut mieux l'intensité que la banalité du quotidien. Tout à fait. Vous croyez au destin ou au hasard, Douglas? Oh, quelle question existentielle. Je crois qu'on écrit son propre destin. OK? Mais ça, c'est d'après des choix. OK, il y a le destin, un accident de voiture. OK, ça, c'est... OK. J'ai perdu un de mes anciens amis ce week-end pendant la pandémie. Et David, c'était un écrivain des dessins animés très connu à Hollywood. Et David a eu un cancer pulmonaire. Il est mort pendant la pandémie. Et ça, c'était, oui, en fait, il avait en fait 65 ans. Et on est copains depuis 55 ans. Ça, c'était très dur. Mais ça, c'est le destin. OK, il a fumé des cigarettes. En même temps, mon agent littéraire à Londres, son père est dramaturge très connu et il a 88 ans, il fume 2 paquets par jour. Ça, c'est la musique du hasard aussi. Le destin, pour moi, c'est on prend des choix et puis le destin arrive. Mais le destin change aussi. Le destin change tout le temps. Si on veut changer le destin, on peut changer le destin. On peut le forcer un peu. Oui, mais en fait, le destin, en fait, je vais connaître un grand succès avec ce roman aux États-Unis. Je n'en ai aucune idée. En fait, ça, ce n'est pas le destin. Mais si je dis oui à quelqu'un pour commencer, en fait, une vie, OK, ça, c'est un destin. Si je dis non, OK, en fait, mais je suis d'accord avec Kierkegaard. En fait, il faut vivre au présent et comprendre dans le passé. Quelques années après, on comprend pourquoi on a fait ça. Ouais. Et Pourquoi les choix? pourquoi j'ai fait ça? Alors, ne croyez pas que dans ce texte, vous allez embrasser des thèmes philosophiques. On ne va pas parler que du couple. Là où vous êtes très fort, c'est que vous créez un quotidien. Vous créez une réalité. On va aborder des questions sur la maternité. C'est un fil important du roman. On va parler aussi de problèmes de santé. On va parler d'alcoolisme. Vous n'avez pas peur d'aborder certains sujets. Et puis, un sujet qui vous touche beaucoup et qui vous touche de près, même si ce n'est pas le même, vous parlez de handicap. Et j'ai trouvé que cette question était très touchante et que la façon dont vous gériez la culpabilité des parents, l'engagement des parents était très importante. On est un peu dans la veine d'Aurore et de vos très beaux textes sur l'autisme. Sauf que là, Ethan est atteint de surdité. Oui, en fait, j'ai parlé des choses personnelles. Tout le monde m'a demandé est-ce que c'est un roman autobiographique et j'ai répondu absolument pas. Est-ce qu'il y avait une Isabelle? Ça, c'est mon affaire. On vous le souhaite, on vous le souhaite.
Et au sujet de ma vie intime ou mes aventures, je ne suis pas un livre ouvert. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un roman hyper personnel? Tout à fait. Hmm. Tout à Et, fait. et la J'ai question, j'ai fait face à beaucoup de thèmes dans ce roman, beaucoup de questions. Et aussi oui, l'histoire de Sam et son fils Ethan, qui est sort. Ce n'est pas la même chose que moi et Max, même si Sam et Ethan sont très proches et je suis hyper proche de mon fils Max, qui est autiste, mais aussi il a une vie indépendante, il est photographe à Londres, sa vie a commencé et il est remarquable. Est-ce que c'est vrai qu'un enfant handicapé va changer le trajet d'un mariage? Tout à fait. J'ai vécu ça, tout à fait. et ça, Et on c'est est un dit. point important, et c'est un point important du livre. Mais je pense, Un point important, désolé, un autre point important du livre, c'est le fait que dans une vie, montrez-moi une vie sans la tragédie et sans des choses, ou au minimum sans, pour moi, Max n'est pas une tragédie, au contraire, Max est magnifique. Mais d'avoir un enfant handicapé, ça c'était, oui, ça, c'était un grand défi. Mais la même chose pour Isabelle. Sa fille a des problèmes aussi. Et donc, il vit en fait des vies séparées, mais connectées avec des choses tragiques et très, très difficiles. Et c'est vrai, en fait, après avoir découvert que Ethan est handicapé, la femme de Sam commence à boire, euh, et devient alcoolique. et je dirais que tout ce que vous mettez qui correspond à des vies quotidiennes, à des vies classiques, donne sa chair au roman, donne sa chair et cette épaisseur pour accompagner cette histoire qui n'est pas une histoire éthérée. Est-ce que vous l'avez construit un peu? Moi, j'ai pensé à une tragédie, à une pièce de théâtre avec des actes bien ciblés, bien séparés et tout un ensemble, une chaîne qui va se mettre à la fin en place. Je, franchement, j'ai commencé ma carrière comme dramaturge franchement, j'étais un dramaturge très médiocre, mais en même temps, grâce à mes pièces de théâtre à la vingtaine et au début de la trentaine, j'ai une idée d'une structure de 3 actes et aussi une facilité avec des dialogues. Ouais. Et oui, en fait, franchement, oui, c'est un bon parallèle. Et j'ai décidé de créer, créer une tragédie, mais aussi une tragédie où la mélancolie est partout, mais une tragédie avec un aspect aussi, j'espère que oui, c'est une tragédie très beau aussi. Ce n'est pas horrible, les choses arrivent, simplement triste. Mais c'est la vie, en fait. C'est vraiment. C'est simplement triste. Et fréquemment, la vie est très triste. Et aussi, je pense que une des raisons pour lesquelles que tout le monde a connecté avec ce roman, Ouais. euh, quelque chose, oui, en fait, tout le monde a vécu cette histoire d'une certaine manière. Et tout le monde a questionné le couple, la fidélité, en fait, la passion. Et aussi, en fait, la nostalgie pour, franchement, une vie quotidienne, un pari, en fait, ouvert. Ça va réouvrir, j'espère. Euh, mais aussi, pendant un confinement, en fait, le thème de la séparation qui est partout et la mélancolie. Je pense que, oui, ça, c'est un miroir de cet instant-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est très amusant, mais c'est un roman qui interpelle, qui fait penser et réfléchir sur ce que c'est que de former un couple. Oui. Et je pense qu'en lisant Isabelle l'après-midi, on est tous en train de réfléchir sur le couple que l'on a créé, parfois des regrets qu'on aurait pu avoir ou des envies qu'on aurait pu avoir. Mais la question essentielle, c'est le couple, avec son combat, ses forces et ses faiblesses. Tout à fait, parce que la plupart des gens vivent dans un couple où
a vécu dans un couple. Et si on est en dehors d'un couple et on est célibataire, on pense, la plupart des gens pensent, ah, je suis libre et oh, mon Dieu, je suis libre. C'est tout à fait ça. C'est le paradoxe total. Mais ce livre met le doigt sur ce paradoxe, en fait. Et dit J'adore aussi, les paradoxes. ouais, oui, J'adore les paradoxes. On dit des paradoxes, plutôt. tout à fait. Et quelque part, on dit, Sam, même si tu l'as payé cher, mais quelle chance d'avoir eu cette rencontre, quelle chance Oui, d'avoir eu. Et je crois que ça, c'est la grande force. Donc, je dirais que, sans raconter l'histoire, c'est un livre positif. oui, je pense que c'est positif, même s'il y a des aspects tragiques et la mélancolie est partout. Mais aussi, si on commence une histoire avec quelqu'un, une histoire d'amour avec quelqu'un, euh, on est nu. Ouais. On est nu. Physiquement, mais aussi émotionnellement, existentiellement, on est nu. Mais à la fin, oui, même si c'est triste, c'est très positif. Et ça, c'est un paradoxe que j'adore. Encore un. Est-ce que dans votre écriture, je pense que j'ai lu quasiment tous vos textes, Douglas, c'est celui qui est le plus érotique, dans le bon sens du terme. Est-ce que c'est une écriture qui a été compliquée ou c'est venu naturellement avec le thème? Euh, Écrire des scènes de sexe, j'ai réécrit en fait la première scène 8 fois. 8 fois. Et parce que oui, on est comme un jongleur. Et si c'est trop pudique, il n'a pas de force d'érotisme. Si c'est trop technique, c'est débile. Pornographique. Et si on utilise des métaphores stupides, oui, oui. J'ai joué son corps comme un Stradivari. Oh, ça, c'est 50 nuances. Oui, et franchement, en fait, pour moi, en fait, tout le monde m'a dit c'est très réel, l'érotisme. J'espère que j'ai trouvé, en fait, des mots justes et une certaine intensité. Mais pas trop de détails, mais avec une certaine intensité. Et le fait comme vous avez dit au début, en fait, le sexe est extraordinaire. Et ça, c'est une force, immédiatement. Ça, c'est une connexion immense. Et ça arrive de temps en temps. C'est intéressant parce qu'avec Rebecca, qui devient en fait sa femme, en fait, le sexe est pas mal au début, pas mal. Euh, mais en fait, voici des choix rationnels. Et j'imagine pour Charles et Isabelle aussi, son mari, c'est de temps en temps maintenant. Mais il reste. Et c'est sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce trio, on va pouvoir parler de trio, ce couple entre Rebecca, Isabelle et puis Sam, c'est jamais le bon moment en même temps pour que chacun se décide et s'engage. C'est facile de promettre quand quelqu'un ne peut pas. C'est difficile de croire quand quelqu'un a la pensée ailleurs. C'est un timing, on revient à cette histoire de timing très compliqué, l'amour. Oui, tout à fait. Mais l'amour, c'est toujours le timing. C'est comme j'ai expliqué dans cette histoire à Dublin il y a 43 ans. Je ne suis pas hanté par ça, mais c'est une question de timing. Ouais. Et si le timing est bon, OK, quelque chose va arriver. Est-ce que, Oui, c'est comme on rencontre quelqu'un et c'est extraordinaire, mais puis elle va dire, oh, j'ai quitté mon ex il y a 2 mois, c'est trop tôt. Et peut-être dans 3 mois, en fait, c'est trop tard. C'est difficile à dire. Le timing est partout.
C'est là où c'est difficile. Il y a plein d'autres personnages que vous découvrirez, que ce soit Phoebe, que ce soit tout au long du texte. Et je pense que tous les personnages ont une intensité et une histoire. Vous aviez réussi à créer ça. On ne peut pas parler de personnages secondaires, même s'ils apparaissent un peu moins souvent que nos trois protagonistes. Ils ont tous une épaisseur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas comme, en fait, il y a des monstres derrière Sam et Isabelle. En fait, c'est des, oui, en fait, c'est des épouses, en fait, même si Rebecca, qui devient, en fait, très difficile, ce n'est pas un monstre, c'est une femme de plus en plus tragique et fragile et qui ne peut pas supporter le fait que leur fils est handicapé. Et ça, c'est aussi un... Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est le fait que, oui, elle est franchement, en fait, frappée de manière horrible par, en fait, ces événements? En fait, c'est difficile de prévenir comment quelqu'un Évoluer. va lutter avec des choses difficiles. Et ça, c'est aussi passionnant. Nathalie, on te retrouve. On va passer aux questions. Moi, j'en ai une dernière pour Douglas. Je la garde pour après ou tu veux que je pose ma question maintenant? Tu peux lancer, vas-y, lance-la. Allez, je suis lancée, je m'arrête plus. Elle n'est pas facile, Douglas, cette question. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de l'amour? On n'avait pas de sujet de philo cette année. Merci Marie-Adélaïde. Douglas, vous êtes toujours là? L'amour, c'est la grande poursuite. La grande poursuite. Ouais. C'est la grande poursuite. Ça, la poursuite du bonheur. Jolie pirouette. La poursuite du bonheur, mais qui est toujours une poursuite. OK? Ça, c'est l'amour. Ouais. Et alors, dans le livre... Même si c'est très quotidien, c'est toujours une poursuite. Ouais. Toujours une poursuite et une volonté de le poursuivre. Une volonté, oui, mais une poursuite, c'est toujours une poursuite. Point final. Et à un moment dans le livre, vous nous dites aussi que c'est une petite lumière dans nos ténèbres. Et je trouve que c'est très joli. Mille merci. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Je suis ravi par le fait que tout le monde a une connexion très, très intime avec ce roman. Ouais. Et surtout, parle à tout le monde. Et pour moi, ça, c'est magnifique. Et si ça, c'est la vérité, j'ai fait du bon travail. J'en suis convaincue. Merci, merci. Merci Douglas. Merci et à très bientôt pendant une période moins sévère. On sera là, on vous attend. Tout à fait, merci. OK. Je vais prendre le premier message qui vous est adressé et qui vient de l'île Maurice. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher le prénom. Je crois que c'est Azagui ou Azaguier, je ne sais pas. Donc, je vous écoute de l'île Maurice. J'ai terminé le livre aujourd'hui. Je l'ai commencé le lundi. Tout simplement magnifique. J'ai rencontré Douglas en 2015 pour une séance de dédicace à Paris. Très, très profond comme écriture. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Sam comme étant très passionné et profond. Douglas restera mon écrivain favori. Voilà le premier message pour vous, Douglas. Mille merci et à très bientôt à Paris ou à l'île Maurice. Et je suis ravi que vous avez lu en fait Isabelle pendant 3-4 jours. Ça me plaît énormément. En fait, et honnêtement, en fait, même si on est complètement seul quand on écrit, j'écris pour mes lecteurs et mes lectrices. Et donc, un de mes grands regrets au milieu du confinement, c'est cette année, c'était impossible de faire un voyage de promotion à mes librairies préférées comme la librairie du C, mais partout et rencontrer mon lectorat. Ça, c'est très important. Et oui, je suis très frustré, mais ravi qu'on a Zoom pour faire un moment comme ça. Alors, il y a une question de Georgia. Georgia est fan de vos livres.
C'est un plaisir pour elle de vous écouter et de vous voir. Elle vient de terminer votre roman et elle a une question qui est une question que vous posez dans ce roman. Elle aimerait bien que vous y répondiez. La passion ne dure-t-elle pas que si elle n'est pas inscrite dans votre quotidien? OK. J'ai une question, je pose beaucoup de questions au sujet de la passion sans réponse. Je ne suis pas psy et au sujet de la fidélité, pas prêtre, OK? La passion pour moi, en fait, oui, c'est le ciment entre un couple. Est-ce que c'est possible de maintenir la passion pendant des années, des décennies? Ça, c'est une question très personnelle. Mais franchement, en fait, regardez le taux du divorce et des couples qui sont séparés. En fait, je pense que ça, c'est une bonne question. Pour moi, la passion est centrale dans une vie intime. Sans passion, en fait, on a franchement une amitié. Mais ça, c'est une amitié. Ce n'est pas un couple. D'accord. Il y a Valérie. Je dois divorcer aussi. Et voilà. Valérie rebondit sur la passion que vous venez d'évoquer. Est-ce que Douglas a toujours la même passion qu'à ses débuts pour l'écriture après toutes ces années? Complètement. Complètement. En fait, ma fille qui est ici dans cette maison, Amelia a 24 ans. Pendant le confinement, elle écrit son premier roman. J'ai lu en fait 2-3 chapitres. Elle m'a dit pas jusqu'à la fin maintenant. Mais franchement, elle est talentueuse. Mais je lui ai dit tout le temps parce que je regarde comment elle lutte tout le temps. Oh, papa, c'est difficile d'écrire un roman. Et j'ai répondu bienvenue oui, à chez moi. La vérité, en fait, tous les matins du monde, ça c'est un film aussi, mais tous les matins du monde, j'ai des doutes immenses et je continue à écrire. Ça, c'est un aspect de l'écriture, des doutes. Le doute, c'est mon voisin permanent. Mais en même temps, en fait, quel privilège d'écrire des romans. Et honnêtement, je vis en fait ma rêve de l'enfance. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai une passion extraordinaire pour l'écriture. Depuis mon confinement, j'ai terminé le premier jet du prochain roman. Oui, j'ai fait, en fait, j'ai enregistré 14 chapitres d'une masterclass pour Artist Academy. Et aussi, comme j'ai dit à Marie-Adelaide, en fait, j'ai presque fini le premier jet de prochain livre pour des enfants, du prochain avant, qui sera illustré par le grand Johann Spar. Freud a dit que le travail, c'est le seul équilibre dans une vie. Je vais dire oui, surtout pendant une pandémie. Donc, je travaille tout le temps parce que ça, c'est franchement ma réponse contre le fait que je ne peux pas voyager. Je suis un fanatique de la musique classique. En fait, une vingtaine de concerts étaient annulés. J'adore le théâtre, impossible. J'adore le cinéma dans un cinéma, impossible. J'adore écrire dans des cafés. Maintenant, de plus en plus, c'est possible. J'espère que je vais arriver à Paris le 13 juillet. Heureusement, j'ai un passeport irlandais aussi parce qu'un passeport américain aujourd'hui, c'est toxique pendant la pandémie. On verra si la frontière est ouverte. J'espère. Mais l'écriture, oui, c'est une très bonne réponse au milieu pendant ma vie, toujours pendant des périodes de ma vie pas terribles, je continue à écrire. La même chose maintenant. Ce n'est pas terrible, mais c'est difficile. Et aussi, en fait, tous les jours, j'ai une conversation une demi-heure, 1 heure avec un copain, copine. J'ai une grande copine, c'est comme ma soeur Anne en Australie, c'est une cinéaste. Et tous les 5 jours, on a une conversation. Le décalage, c'est 15 heures.
Oui, en fait, c'est une femme hyper robuste, psychologiquement robuste. Mais elle m'a dit, mon Dieu, pendant cette période, en fait, j'ai des moments de la mélancolie immenses. Oui, en fait, l'équilibre, c'est une grande question maintenant pour tout le monde. Et oui, c'est un défi aussi. Alors, il y a Marie qui a posé une question. Est-ce que revenir sur l'histoire du couple, quand on écrit, explorer les arcanes de l'amour, de la fidélité, n'est pas une forme de réparation? Quelle est une réparation? Quelle est une réparation, en fait? Et est-ce qu'il y a des réponses de situations comme ça? En fait, non, je pense que, en fait, j'ai essayé de créer une histoire vraiment réelle et émotionnellement actuelle, pas un conte de fées, pas à l'eau de rose, et aussi avec, j'espère, une certaine vérité du fait que il n'y a pas de réparation, d'après mon expérience. Il n'a pas, et Marie-Adelaide est d'accord avec moi. Honnêtement, en fait, il n'y a pas des fins hollywoodiennes dans les histoires d'amour. Et il y a toujours, et comme Marie-Adelaide a dit, en fait, il y a un grand mélange ici. C'est une histoire avec un aspect très triste, tragique de la mélancolie, mais aussi positif parce que c'était 35 ans d'une connexion magnifique. Et à la fin, il faut continuer la poursuite du bonheur. On n'a pas du choix. Ou on a du choix. Je connais des gens qui ont décidé, OK, c'est fermé. La porte est fermée, en fait, c'est fini pour moi. Mais ça, c'est un choix triste. Et même si, montrez-moi une vie sans, en fait, des choses tragiques. Montrez-moi une vie sans, en fait, des déceptions personnelles. Et peut-être la plus grande déception, c'est soi-même. Mais montrez-moi une vie sans des ruptures. Mais si on ne reste pas optimiste, oh mon Dieu, ça, c'est la plus grande tragédie. Bien comme réponse, bien comme réponse. Franck a une question pour vous. Structurez-vous vos romans sur une ligne temporelle ou un mind mapping, ou vous laissez-vous emporter par l'inspiration en écrivant directement au fil des idées? Merci pour cette question. En fait, même si tous mes romans sont hyper bien structurés, je n'ai jamais fait un plan en avance. Et des choses arrivent pendant l'écriture. Par exemple, à Isabelle, j'ai eu en fait l'idée au début, mais pas le fait qu'il y a dans son hôtel de demi-étoile à Paris, il y a un autre Américain à côté qui est un faux écrivain, un homme avec un héritage familial, mais un homme très cool qui a dit, OK, il y a franchement une fête dans une librairie dans quelques jours, tu peux m'accompagner. Ça arrivait pendant l'écriture. Les détails de sa femme, ça arrivait pendant l'écriture. Au début, en fait, j'ai une scène dans la tête au début. C'est le moment à la fin du roman et je ne vais pas gâcher des choses, mais Sam rencontre Charles, le mari d'Isabelle, pour la première et la dernière fois. Ça, c'était dans la tête. Et je pense que c'est une scène hyper, hyper triste. Et tout le monde m'a dit, j'étais bouleversé. Ça, c'est dans la tête. Le reste, ça arrivait pendant l'écriture. Le truc, quand j'écris, en fait, le premier jet, ce n'est pas très élégant, mais je vomis. Tout arrive. Et puis, en fait, j'ai coupé peut-être, oh mon Dieu, en fait, j'ai coupé 70 mots. Peut-être, ça, c'est 2010 scènes entre le premier et le quatrième jet. Donc, c'est un processus aussi. J'écris le roman et puis je commence à jouer avec le roman. Et j'ai une éditrice indépendante, brillante,
à Londres et j'ai une éditrice chez Belfond, Caroline Ask, les deux femmes sont brillantes et je travaille avec eux. Et ils sont en fait forts aussi, ça marche, ça ne marche pas. Leur réécriture est hyper importante et typiquement, j'écris entre 4 et 6 G de romans. Donc, mais jamais structuré en avance. Et pour moi, écrire un roman, c'est un grand voyage, sans carte. Il y a un petit message pour vous de Abigail qui dit qu'elle adore tous vos livres, qu'elle espère vous voir à Morges et qu'elle s'est inscrite à la masterclass que vous êtes censé organiser. Donc, elle espère vous voir à Morges. Après, il y a... Malheureusement, je ne suis pas invité cette année à Morges. Je serai à Cassis en septembre. C'est du même week-end. Mais pas cette année à Morges. Mais c'est la première fois depuis, en fait, 8 ans. Mais aussi, c'est un nouveau... j'espère en 21, je serai à Morges. On verra. D'accord. Il y a une question de Montélimar en Cher qui dit « La passion ne dure jamais, sauf si on fait en sorte qu'elle dure des deux côtés. Mais être au diapason, là est la difficulté pour vous ?» Oh, ça, c'est trop privé. Même si quand j'étais interviewé chez Paris Match ou Gala ou quelque chose, je n'ai jamais parlé de ma vie intime. Tout le monde sait que j'ai eu 2 divorces, mais jamais que j'ai écrit des détails de mes divorces ou de mes ex-femmes. Ça, c'est très mauvais goût. C'est une des raisons pour lesquelles je déteste l'autofiction parce que c'est la revanche. Peut-être que la question est surtout sur les personnages, pas sur vous. Je pense que la question est plus sur les deux personnages, pas sur vous. Je pense que c'est ça. Oui, en fait, honnêtement, en fait, je pense que c'est la question toujours quel est ses choix et aussi pour moi, comme j'ai dit à Marie-Adelaide, en fait, Isabelle, il y a l'opportunité de partir toujours, mais elle reste. Et pour Sam, en fait, il y a un moment de changer sa vie. Juste avant son mariage, il reste. Pourquoi? J'ai des hypothèses, mais pas de réponses. Le mystère, pourquoi, oui, en fait, aussi, en fait, je connais des gens hyper fidèles aussi. Toujours, j'ai un copain, c'est un camarade de classe depuis l'école maternelle et on a pris un verre il y a 8 mois à New York. Il m'a dit, on a eu de classe, c'est après un mariage de 30 ans, pas d'enfant, mais pas de sexe de 10 ans. Et j'ai répondu, et ta maîtresse, oh, d'être infidèle, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Et ça, c'est un choix aussi. Ça, c'est un choix aussi. Je pense que la vie intime, c'est intime parce que c'est intime. Et c'est hyper personnel. Et des gens qui ont dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Si il a trompé, c'est la fin du monde. Pour certains gens entre nous, oui. Pour des autres, peut-être pas. Il n'a pas de règles. Sauf, en fait, essayer de ne blesser pas quelqu'un. Mais on va blesser des autres. Et vous serez blessé aussi. Il y a beaucoup de questions. Je m'excuse, je ne vais pas pouvoir toutes les poser. Je vais en prendre 2 dernières. Une de Laure. Alors d'abord, il y a « Le livre m'a profondément touchée. Les observations faites sur la vie de couple sont incroyables de justesse. Ainsi en est-il de la jalousie quand l'un des membres du couple réussit mieux professionnellement
professionnellement que l'autre, pardon. J'ai aussi beaucoup aimé qu'Isabelle soit décrite comme une maîtresse vieillissante qui s'arrondit avec les années, mais reste désirable. J'aimerais poser une question sur la façon dont Douglas parvient à capturer ces différents aspects et à les retranscrire si justement dans ses romans. Oui, en fait, au sujet du fait que Isabelle reste hyper séduisante jusqu'à la fin, jusqu'à la soixantaine, je suis contre un certain écrivain qui a dit c'est fini pour des femmes après la cinquantaine. En fait, Je crois même qu'il était moins de 50. Je crois qu'il était après 30. oui, oui, tout à fait. J'ai trouvé en fait cet commentaire franchement dégueulasse et franchement pas vrai. Pas du tout vrai. Et pour moi, peut-être en filigrane, j'ai décidé que Isabelle va rester en fait séduisante jusqu'à, elle a la soixantaine. Et pourquoi pas après, il faut lire le roman pour comprendre pourquoi je dis ça. Je ne vais pas gâcher des choses comme ça. Mais aussi, en fait, pour moi, quel est le reste de cette question? Désolé. Le fait, le fait que, honnêtement, en fait, la passion, en fait, reste plus forte si ce n'est pas tout le temps. Le fait que, franchement, il ne vit pas, une vie quotidienne. Peut-être ça, c'est une force aussi. Mais le fait que aussi, en fait, le sexe reste fort. Je pense que ça, c'est essentiel. Ce n'est pas, en fait, complètement essentiel, mais pour eux, en fait, c'est essentiel. Et le fait que dans les yeux de Sam et de tout le monde, Isabelle reste magnifique, ça, c'est très beau. Et oui. Non, allez-y, terminez. Non, Finissez. Je prends juste la dernière question. Pauline se demande pourquoi, à votre avis, ce sont surtout des femmes qui lisent vos romans. Même s'il y a un narrateur ici, et dans ce roman, en fait, une petite digression, Sam, ce n'est pas un homme avec beaucoup de faiblesse. C'est un homme très blessé par la vie, sa famille qui cherche l'amour tout le temps. Mais c'est un homme de grande bonté, je pense, Sam. Mais pour moi, pourquoi en fait les femmes sont, sont très fortes, même si en fait Isabelle est fragile, il y a une force là-bas extraordinaire. J'ai grandi au milieu d'un mariage pas terrible. Et j'ai grandi dans un appart très de la classe moyenne à New York. 60 mètres carrés, on était 4 et puis 5. Et puis on a déménagé, on a hérité l'appart de mon grand-père. En fait, ma mère était franchement une femme, je peux dire ça maintenant, en fait, oui, un peu tragique, très éduquée, qui est devenue femme à foyer. Elle a raté sa carrière au début comme journaliste. Et puis, c'était l'époque, c'était au milieu des années 50, elle est tombée enceinte avec son premier fils, moi. Ça, c'était la fin de sa carrière. J'ai eu une grande culpabilité pour ça pendant ma vie. Et le mariage n'était pas terrible. Mes parents se sont disputés tout le temps. Grâce à ça, je suis devenu très indépendant, très jeune. Quand j'étais adolescent, j'étais à l'extérieur de l'appart tout le temps. Je n'ai pas quelqu'un de très sportif, mais j'ai découvert la culture et à l'époque, c'était quand New York était une ville plus mixte que maintenant, moins riche et aussi très abordable. Donc, la culture, en fait, est devenue franchement mon autre famille. Mais grâce à ça aussi, j'ai commencé à observer très jeune, en fait, les dynamiques d'un couple et aussi, je suis devenu très féministe. Et
peut-être grâce à maman qui était, maintenant je comprends, ma maniaco-dépressif. Et toutes les femmes de ma vie ont été des femmes, en fait, professionnelles. Pas des femmes, je n'ai jamais cherché une femme au foyer. Au contraire, en fait, certaines femmes m'ont dit, tu n'as pas besoin d'une femme traditionnelle. Je suis très propre, en fait, je fais des courses, je fais mes longes, en fait, je suis très indépendante. Mais pour moi, en fait, aussi parce que je discute fréquemment avec ma fille qui a 24 ans, et c'est une génération très différente. Mais le rôle des femmes, toujours m'intéresse. Et le changement des rôles des femmes. Heureusement, maintenant, en fait, ce n'est pas égal, au contraire, mais c'est mieux qu'il y a 60 ans, quand j'avais 5 ans. Pour moi, quand j'ai écrit La poursuite du bonheur, ça, c'était le début de quelque chose parce que j'ai créé un personnage, Sarah, une femme indépendante pendant les années 40 et 50 en New York, d'être une femme célibataire, sans un homme, sans enfant, même si elle veut des enfants, c'était très, très rare. Et tout le monde a pensé, c'est bizarre. Et aussi, je vois, oui, pour beaucoup de femmes, en fait, pour la plupart des femmes, en fait, la question entre la famille, la carrière, l'indépendance, la maternité. La question de la liberté est partout dans ce roman. Quelle est la liberté pour Isabelle, mais aussi pour Sam? Et on cherche la liberté et on a la peur de la liberté aussi. Un autre paradoxe. Un autre paradoxe. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup Douglas pour votre générosité et votre sincérité. Là, ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble, donc on va pas faire le conseil poche Marie-Adélaïde, on va libérer Douglas parce qu'il a été très gentil d'être avec nous. On va finir sur ces mots si généreux, si sincères. Vraiment, merci beaucoup Douglas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé avec Marie-Adélaïde de votre roman si bien, de nous avoir expliqué plein de choses et d'avoir pris le temps de répondre aux lecteurs qui nous regardaient ce soir. Donc, j'incite les lecteurs qui n'ont pas encore lu le roman Isabelle l'après-midi de Douglas Kennedy. Il est sur toutes les tables de librairie, chez Marie-Adélaïde au Mans. Il est aussi à Londres, à la librairie française La Page, qui était partenaire ce soir, à la librairie Les Cocottes Rousses à Lyon aussi. Je vais vous donner le mot de la fin. Merci beaucoup Douglas, vraiment d'avoir été là. Nous, demain, on se retrouve à 19h avec Catherine Bardon pour son roman Et la vie reprend. Marie-Adélaïde, Douglas, je vous laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Moi, Douglas, ça va être très simple. Merci de savoir si bien parler des femmes. Merci de savoir parler au nom des femmes. Et merci de nous parler d'amour. Continuez à écrire. C'est un plaisir de vous lire. Bravo à vous. Merci à vous et à très bientôt. En fait, j'espère, en fait, si la frontière est ouverte, en fait, je serai à Paris le 13 juillet. Impeccable. On se retrouve. On y croit, Douglas. Prenez soin de vous, en tout cas. Prenez soin de vous aussi et à très, très bientôt.